La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée « L'altérité ou le silence ». Vous avouerai-je que je ne m'y habituerai sans doute pas. Parler devant un amphithéâtre vide, que des fauteuils vides, pas de présence. Alors vous me direz, bon, maintenant on s'est habitué à l'écran, au studio. Oui, mais là, les chaises sont vides. Il n'y a pas un chat qui miaule, une mouche qui passe. Pour parler, il faut de l'autre. Il faut de l'autre pour parler. C'est dont d'ailleurs je vais parler aujourd'hui. Il faut de l'autre pour parler. S'il n'y a pas d'autre, comment peut-on parler ? Ce que j'ai proposé comme formule de titre prise chez Plotin, donc philosophe du IIIe siècle de notre ère, de la tradition platonicienne, la parole ou le silence. Alors la formule, il faut la prendre dans sa tradition logique. C'est que l'autre, c'est d'abord la catégorie de l'autre qui permet d'articuler la parole. Et donc, au lieu de dire toujours la même chose, ce qui nous enfermerait dans une tautologie, le fait de pouvoir dire autre chose. C'est comme ça, en tout cas, que les Grecs ont d'abord mis en forme la pensée de l'autre. Alors, je commencerai par cette entrée logique où l'autre, c'est l'opposé du même. Pour passer ensuite à l'autre grande tradition dont nous venons, la tradition hébraïque, où l'autre, ce n'est pas du tout l'opposé du même, mais c'est l'extérieur à soi, l'étranger, le tout autre, et dans la figure première, en tout cas dans le contexte hébraïque, c'est celle de Dieu. Et alors, il s'agira d'essayer d'articuler, ou plutôt de voir comment on passe de cet autre logique, l'opposé du même, à cet autre qui n'est plus pensé, mais rencontré. L'autre, l'extérieur à soi, l'autre personne, donc qui est un autre existentiel, s'offrant à la rencontre, pour voir justement comment s'organise cette difficulté autour de cette question centrale qui est comment rencontrer l'autre, si c'est l'autre. Et est-ce que la relation avec l'autre ne détruit pas l'autre ? Est-ce que l'autre n'est pas d'emblée rabattu dès lors qu'une relation s'établit avec lui ? Donc je reprends à partir de cette entrée logique, celle de Plotin, qui s'inscrit dans la tradition platonicienne, de penser la parole dans ce rapport à l'autre. Alors la formule, je la trouve forte, cette formule de Plotin, dans les Énéades 5.1, quand il nous dit au fond, je cite, « Il n'y a pas de pensée sans altérité et identité. Hétérothèse, tautothèse. » Donc, quels sont les termes premiers de la philosophie ? Il y aura l'intelligence, notre capacité de penser, l'être, face à l'intelligence, et puis deux catégories qui se répondent, altérité et identité. Au fond, parler, c'est croiser du même et de l'autre. C'est d'ailleurs ce que va articuler ensuite, non, ça commence déjà chez Platon, la dialectique. Donc, l'esprit, l'être, le même et l'autre, et puis les deux catégories qui s'opposent fondamentalement dans la pensée grecque, à savoir le mouvement et le repos, kinésis et stasis. Et Plotin nous dit ceci, « Il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante distincte de l'objet pensant, l'objet pensé. » Oui, c'est la relation autour de laquelle s'est constituée l'idée même de connaissance en Europe, d'abord chez les Grecs, qu'il y a ce pensant-pensé, l'un actif, l'autre passif. Je dis en Grèce parce que dans d'autres cultures, cette opposition passif-actif, le pensant et le pensé, ne s'impose pas du tout. Mais dans la conception grecque de la connaissance, c'est ce rapport premier qui sera pensé ultérieurement comme celui du sujet et de l'objet. D'abord, le pensant et le pensé, le noun et le noumenon. Il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante distincte de l'objet pensé. Donc la première altérité, c'est entre le sujet et l'objet.
pour aller vite, entre le pensant et le pensé. Supprimer l'altérité, c'est l'unité indistincte et le silence. En fait, la traduction, c'est très difficile de traduire Plotin, mais la formule de Plotin est beaucoup plus vive ou beaucoup plus dense, en disant, si tu enlèves l'altérité, en genomenon siopesetai, de l'un, un, de l'un, devenant un, de l'un du devenu un, se taira. Donc dès lors qu'il y aurait réduction à l'un, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de l'autre, eh bien c'est le silence. Donc il faut de l'autre pour qu'il y ait possibilité de parler, et c'est ce qui évidemment me prive aujourd'hui où je suis face à nul autre. Vous me direz, auditeur, spectateur virtuel, oui, je sais que c'est plus commode. Vous pouvez boire votre café en même temps que peut-être m'écouter. Mais c'est vrai que la philosophie naît dans le rapport vif de la présence de l'autre. C'est ça le vif de la parole. C'est comme ça que les dialogues de Platon se sont comme ça inventés. C'est qu'il y a ce rapport à la parole qui n'est donc possible que parce qu'il y a de l'autre. Vous voyez que les Grecs commencent par une entrée, comme la pensée grecque en général, par la parole. Par la possibilité de la parole, du logos, qui ne peut donc advenir que s'il y a de l'autre. Pas seulement s'il y a de l'autre face à soi, mais d'abord de l'autre comme ce qui articule la parole, ce qui la rend possible. Ce qui fait que la parole ne consiste pas à dire toujours la même chose, mais à articuler de l'autre. Donc le premier sens de l'autre, c'est l'opposé du même. L'opposé du même est donc comme catégorie à partir de laquelle s'organise la possibilité de parler. Alors là, il faut se rendre compte de ce qui a été le grand séisme de la pensée grecque. On l'a souvent désigné comme ça, qui est quand la pensée grecque a dû affronter cette contradiction première, apparemment indépassable, à partir de ce qui a été la grande opposition à partir de laquelle les Grecs ont pensé, à savoir celle de l'être et puis de son opposé, le non-être. Comme le dit Parménide, au début de la philosophie, bien, il y a deux voies. Celle de l'être, consistante, qui accompagne la vérité, et puis l'autre, celle du « il n'est pas », qui, elle, est inconsistante, qui ne peut être que support, occasion d'opinion. Donc on a deux voies séparées. Or, Platon cherche dans le sophiste à mettre la main sur ce passage étrange, qui est le sophiste, justement. Or, le sophiste, il évolue dans le semblant, dans l'apparence, dans quelque chose qui est du pseudos. Et donc, peut-on l'aborder par la catégorie de l'être ou par celle du non-être? Il est bien quelque chose, et en même temps, il n'appartient pas, il ne relève pas du domaine de l'être. Et Platon est donc amené à penser ce qui jaillit comme une contradiction, et qui donc produit un séisme dans la pensée grecque qui s'est fondée, en tout cas depuis Parménide. Parménide, et puis Platon, et puis ce sera, théorisé par Aristote, la pensée grecque qui s'est organisée autour du principe de non-contradiction. Jusqu'à dire ceci, ce que dit Platon, pour saisir la nature, on dirait ambiguë, c'est pas ce pseudos, cet entre-deux du sophiste, en disant il faut donc que, d'une certaine façon, l'être ne soit pas et que le non-être soit. Donc il faut donc croiser ces deux catégories qui jusque-là paraissaient foncièrement, radicalement opposées, donc divergentes comme les deux voies, en pensant donc que l'être, le non-être, d'une certaine façon, catati, en rapport à quelque chose, est, et de façon corrélative, donc l'être, d'une certaine façon,
n'est pas. Voilà donc ce séisme logique que la pensée grecque doit affronter et qui va donc conduire Platon à inventer cette technique qu'il va appeler la dialectique. La dialectique va être la capacité d'articuler la relation dans la parole à partir de la catégorie de l'autre. Alors, ce texte de Platon est fondateur pour l'histoire de la philosophie européenne, mais ce n'est pas sur cet aspect historique que je vais m'embarquer, c'est sur ce problème qui est donc du croisement à organiser, à articuler, à penser entre l'être et le non-être, et donc qui conduit à penser ce que peut être le statut de l'autre, statut logique de l'autre en tant qu'opposé du même. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce qu'il s'agit de penser ce qui est la possibilité même de la parole. Pour revenir à cette formule initiale, s'il n'y a pas d'autre, la parole n'est pas possible. C'est-à-dire précisément, parler c'est quoi? Eh bien, c'est dire de l'autre. Sinon, je suis dans la tautologie, je ne peux que répéter le sujet. Pierre est Pierre, Jean est Jean. Mais si je veux dire Pierre est grand, je vais donc ajouter au sujet Pierre un prédicat qui n'est pas lui. Je vais donc lier, ajouter, c'est le terme de Platon, prosaptein. Je vais ajouter au sujet quelque chose d'autre qui est peut-être dans le sujet, mais qui n'est pas le sujet. L'idée de grandeur rajoutée à celle de Pierre. Donc je vais croiser dans ma parole et dire quelque chose de plus que ce que dit le sujet pour éviter d'être bloqué dans une tautologie contraint à dire le même, à ne pouvoir dire que le même. Donc on va croiser, on va, disons, le terme de Platon c'est koinonia, penser une communauté par croisement qui permet donc de dire plus dans le prédicat que ce qui était déjà entendu dans le sujet. Mais alors, comment se fait le croisement? C'est la question. Est-ce que rien ne se lie à rien? Dans ce cas-là, on est clos dans la répétition. Soit tout se relie à tout. Dans ce cas-là, on peut dire n'importe quoi. Ou est-ce qu'il y a certains sujets qui se lient à certains prédicats et non pas d'autres? Donc voilà cette pluralité des cas que va devoir envisager Platon pour sortir de cette difficulté logique première qui est le fait qu'il faut croiser deux termes qui s'opposent, l'être et le non-être, pour saisir quelque chose qui serait de l'entre-deux, le semblant dans lequel le sophiste se dissimule. Donc, est-ce qu'on ne peut ne rien dire d'autre du sujet que le sujet? On peut rien ajouter à lui, prosaptein. Ou bien peut-on ajouter au sujet n'importe quoi? Dans ce cas-là, tout mélanger. Ou bien lier certains prédicats au sujet et non pas d'autres. Donc vous voyez les trois cas, plutôt les deux cas qui s'opposent, et puis ce qu'on va chercher comme issue à cette difficulté, soit rien n'a rapport avec rien, sous quelque rapport que ce soit, impossibilité de parler, c'est le silence, soit tout a rapport avec tout, on peut dire n'importe quoi, ou alors certaines choses communiquent avec d'autres, il faudra préciser de quelle façon. Alors, en arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr ce qui n'a cessé d'être le modèle pour la pensée grecque, qui est l'alphabet. C'est-à-dire la façon dont certaines lettres, les voyelles, eh bien, traversent, s'associent à d'autres, les consonnes, et comment ce tressage permet justement eh bien, la possibilité même de la langue.
C'est donc cette... vous savez, ce modèle de l'alphabet, il est essentiel pour la pensée grecque. Et chez Platon, pour penser comment s'associent les mots, et donc comment s'articule la parole, mais également dans la physique. Dans la physique, comment les atomes eux-mêmes, n'est-ce pas, peuvent s'associer. C'est ce que reprendra Lucrèce. Donc il faut inventer une technique de la parole que Platon va appeler la dialectique, pour justement voir comment croiser le même et l'autre, et pouvoir donc mettre en relation, et pouvoir donc effectivement parler. Alors comme il y a les voyelles par rapport aux consonnes, il faut penser quelles seraient les catégories qui seraient les catégories maîtresses, qui seraient les catégories qu'on retrouverait partout dans la pensée et qui permettraient justement d'articuler la pensée. Bon, il y en a une qui s'impose d'abord, c'est l'être. L'être, et puis cette opposition à partir de laquelle les Grecs ont pensé, le mouvement et le repos. Mouvement et repos sont opposés. Or, le mouvement, eh bien, il est le même que lui, catégorie du même, et il est l'autre du repos, ou le repos est l'autre du mouvement. Donc, de penser le mouvement et le repos porte à penser qu'il n'y a pas seulement 3 catégories, l'être, le mouvement, le repos, mais 5. Les 5 catégories, l'être, mouvement, repos, et puis le même et l'autre. L'autre venant en dernière catégorie, mais étant celle qui articule toutes les catégories. Jusqu'à arriver ce qu'il a le grand pas en avant fait par Platon, et qui lui permet de sortir, de trouver une issue à cette difficulté première à laquelle il s'est heurté, que l'être, d'une certaine façon, ne soit pas, et que le non-être, d'une certaine façon, soit, donc croiser l'être et le non-être, ce qui va m'amener à penser comment sortir de cette difficulté, lui trouver une issue, en comprenant que le non-être, ce n'est pas l'opposé de l'être, mais c'est l'autre de l'être. Donc tout ce qui n'est pas l'être est du non-être, au sens de autre que l'être. Tout ce qui n'est pas ma main est la non-main. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que c'est autre que ma main. Donc là, il y a cette grande ouverture faite par Platon qui va avoir une telle importance dans la pensée européenne, qui est donc, je cite Platon, « Quand nous énonçons le non-être, ce n'est pas énoncer quelque chose de contraire à l'être, son opposé, mais seulement quelque chose d'autre. » Donc la négation ne signifie pas, peut signifier, mais peut ne pas signifier la contrariété, le enantion, mais l'altérité, le hétéron. Donc voilà que l'altérité devient la catégorie de la relation, en grec pros. L'autre, c'est la catégorie à partir de laquelle je peux croiser les termes et je peux donc articuler un logos. Donc c'est la médiation logique par excellence que celle de l'autre. Invention donc considérable de la dialectique. Vous savez que la dialectique, elle a un long parcours, un long déploiement, dont le début c'est Platon, et précisément le texte que je viens d'évoquer dans le Sophiste, et qui est donc qui promeut la catégorie de l'autre comme opposé du même, pour penser, grâce à ce support de l'altérité, ce que peut être la relation. Et donc la possibilité de parler, c'est mettre en relation. Mais il y a une chose que
Platon dit dans le Sophiste, dans le passage que je viens d'évoquer, c'est que pour Platon, les deux catégories du même et de l'autre restent tranchées entre elles. Si je peux articuler le même et l'autre dans ma parole, il n'est pas possible, dit Platon, que l'un change sa nature propre en nature contraire. Donc je peux, moi, articuler dans ma parole ces deux catégories du même et de l'autre, comme je le fais déjà en parlant du mouvement et du repos, ou de l'être et du non-être. Mais l'un ne peut pas devenir l'autre. Les catégories sont dans l'être. Et le devenir, chez les Grecs, c'est une sorte de perte d'être, donc d'inconsistance qui fait donc ce métabolisme des choses et leur naissance et leur corruption, bref, qui n'a pas la consistance de l'être. Mais cette formule du sophiste, quand il est dit donc le même et l'autre sont isolés l'un de l'autre, ils sont isolés l'un de l'autre, quitte à être ce qui permet aux autres termes de ne pas être isolés, mais au contraire de s'articuler. Quand il dit « il n'est pas possible que l'un change sa nature propre en nature contraire », metabalein, au tateron epi tunantion, tes autu fuseos. Il n'est pas possible en quelque sorte que l'un devienne l'autre, que l'un change sa nature pour celle de l'autre. Alors c'est là que l'on voit le grand parcours de la dialectique dans son moment d'aboutissement, qui est chez Hegel, donc entre la grande naissance de la philosophie platonicienne et, disons, ce qu'on a souvent considéré comme la mort d'une philosophie, en tout cas celle du logos chez Hegel, c'est que chez Hegel, justement, ce qui se découvre, c'est que c'est une dialectique qui n'est plus celle du logos, mais celle du devenir. L'un devenant l'autre. Ou comme dit Hegel, l'un se devenant autre à soi-même. Sich anders werden. Chaque terme devient autre à lui. C'est ce qui fait le devenir. C'est ce qui fait l'histoire. C'est ce qui fait de la dialectique, non pas seulement une technique expliquant la possibilité de la parole, comme l'est la grammaire pour la langue, la dialectique au niveau des idées, croisant les idées, faisant apparaître leur possibilité de communier par ces catégories du même et de l'autre, mais pour penser, ce qui est la nouvelle pensée, celle qui ouvre le XIXe siècle, celle de l'histoire, par le fait que, l'un, c'est même la logique de l'histoire, c'est que l'un devient autre. Et devient autre de soi-même, sich anders werden. Alors voyez tout ce que cela, en quoi la catégorie de l'autre est importante pour articuler et le discours, le logos, au début de la philosophie, chez Platon, et la possibilité du devenir, donc de l'histoire, chez Hegel. Catégorie logique au sens de l'opposé du même. Donc l'autre, c'est d'abord en ce sens-là qu'il faut l'aborder, en ce sens d'outil logique, l'opposé du même, constituant la possibilité de la relation du devenir, devenir autre que soi, devenir l'autre de soi, se devenir à soi-même autre, comme dit Platon, mais toujours donc comme catégorie qui articule la possibilité de la relation. Alors c'est là qu'il faut se tourner vers, une autre grande source, ou l'autre grande source de la pensée européenne, du côté biblique, vers la tradition hébraïque. C'est ces deux grandes sources, comme ça, source grecque, celle de la philosophie, et puis source biblique, hébraïque, celle de la parole, pour
découvrir dans la Bible, dans le texte hébraïque, une autre pensée de l'autre, qui n'est plus donc l'autre en tant que catégorie logique, au sens de l'opposé du même, to hétéron, mais l'autre comme étant l'extérieur à soi, l'étranger. Et c'est le texte biblique qui nous donne à penser cette possible, impossible rencontre. Qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre? Est-ce possible? Et à travers une scène qui est la scène biblique par excellence, la rencontre de Dieu. Dieu comme étant l'absolument autre, l'extérieur à soi au sens de l'étranger. Celui qui n'appartient pas à ma pensée et qu'il faut donc rencontrer. Alors, rencontrer, c'est un terme qu'il faut, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, prendre dans sa force. De rencontrer, il y a contre, à l'encontre de, comme en allemand, Begegnung gegen, n'est-ce pas? Il y a du contre. La rencontre, c'est cette épreuve de la mise en relation avec de l'autre. En cette mise en relation, est-elle possible? Alors, c'est ce que met en scène la Bible, est d'abord sous la figure de Moïse. Moïse, c'est l'homme de la rencontre. C'est celui dont tout le destin se pense comme étant dans cette tentative qui lui est donnée d'ailleurs, de rencontrer Dieu. Alors vous me direz, mais les Grecs aussi ont rencontré. Oui, c'est vrai, Ulysse rencontre. Mais Ulysse rencontre comme ça, en rentrant à Ithaque, ça prend du temps, des êtres étranges, les sirènes, le cyclope, mais il n'y a pas vraiment rencontre. Ça ne le trouble pas. Quand il aborde le pays des sirènes, il se fait attacher nu au mât du navire, mais il éprouve la beauté du chant, mais ne se pense pas ce qui va être la difficulté que va ne cesser de penser la Bible durant toute son histoire, tout son développement, qui est cette possible impossibilité de la rencontre. C'est-à-dire cette question foncière qui est quelle relation peut-on avoir avec l'autre s'il est vraiment autre? S'il est vraiment autre comme Dieu est autre. Alors, quelle relation possible avec lui? Parce que la relation est prise dans cette difficulté, soit dans ma relation à l'autre, soit je l'assimile à moi, il n'est plus autre, soit alors s'il reste autre, est-ce que je peux le rencontrer? Bon, j'ai cité le sophiste comme la grande page sur les catégories comme pièce maîtresse, ou plutôt outil premier de la pensée, les 5 catégories, l'être, mouvement, repos, le même, l'autre, donc texte fondateur de la philosophie, inventant la dialectique. De même, dans la Bible, ce qui est ce point crucial, sous la figure de Moïse, qui est la rencontre. Je cite, « Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent debout en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout fumant parce que Yahvé y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme une fumée de fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. » Alors bon, il y a tous les éléments, disons, mythologiques de la scène, mais ce qui se pense à travers cette mythologie, c'est qu'est-ce que c'est que la rencontre? D'où ce feu qui descend, cette fumée qui monte. Voilà, rencontre comme ça de 2 éléments hétérogènes, la fumée, le feu, et ce grand croisement comme ça des éléments pour dire cette sorte d'événement impossible et néanmoins décrit dans ce qui serait son histoire, à savoir la rencontre de l'homme et de Dieu. Rencontre impossible, puisqu'ils sont extérieurs l'un à l'autre. Dieu est totalement extérieur
à l'humanité, en même temps que justement se rencontrant donc dans cette situation d'impossibilité, mais qui se possibilise justement à travers l'événement de la rencontre. Ou encore, l'attente de la rencontre, comme le lieu, donc, le lieu sacré où peut advenir cet impossible de la rencontre entre Dieu et l'homme. Quiconque cherchait Yahvé sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Hors du camp, parce qu'il faut évidemment sortir du balisé, du cantonné, pour se risquer dans ce dehors où peut s'opérer, disons, à travers son impossibilité même, la possibilité de la rencontre. Je dis ça en une formule paradoxale parce que la rencontre est éminemment paradoxale. Vous voyez bien la rencontre au sens, non pas logique, mais je dirais celui que les Grecs ont articulé, mais je dirais illogique. Illogique parce que, comment peut se faire la relation, non pas avec l'opposé du même, ça les Grecs l'ont dit, c'est dialectique, mais l'extérieur à soi, ce qui est totalement en dehors de soi, comme les dieux dans la tradition biblique. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Yahvé parlait à Moïse. Donc il y a bien cette mise en scène extraordinaire de la rencontre, dans cette sorte d'extrême de l'expérience humaine, portée par Moïse, comme événement prodigieux, à la limite de l'humain, en dehors du cadre commun, et où s'opère cette jonction de deux natures hétérogènes, extérieures l'une à l'autre, étrangères l'une à l'autre, Dieu et l'homme. Vous savez que cela se porte à son extrême dans la scène où Dieu apparaît à Moïse, mais ne pouvant pas lui apparaître de face, de dos, seulement de dos. Quand il est dit, Moïse dit, « Fais-moi, je te prie, voir ta gloire ». Yahweh dit, « Je vais faire passer toute ma beauté près de toi ». Et ensuite, alors, qu'est-ce qui va être la rencontre ? Justement, la rencontre, elle est possible, impossible. Elle se fait, et en même temps que la rencontre se fait, elle laisse apparaître la distance infinie. En même temps qu'elle se fait, elle laisse apparaître la distance infinie, donc d'un croisement qui va être un croisement mettant en proximité, la proximité révélant un incommensurable. Je lis, « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ne peut me voir et vivre. D'où la scène, le développement suivant, comme issue dramatique, à cette impossibilité me voir et vivre venant de Dieu. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Donc je passe, je viens vers toi, je passe, mais je mets la main pour te voiler ma face. Alors je retirerai ma main quand je serai passé. Alors je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Il y a quelque chose là qui est mis en scène, mis en réflexion, mis même en énigme par la pensée hébraïque, qui est cette... comment rendre possible l'impossibilité de la rencontre, comment donc articuler la possibilité de la relation avec la radicale étrangeté de l'autre. Alors cela est important à penser parce que vous voyez que si la pensée de l'autre, dans le contexte grec, celui de la philosophie, c'est la pensée donc de l'autre logique, l'opposé du même, ce qui est donc fait apparaître l'autre comme l'outil, la médiation permettant la relation,
donc l'outil logique par excellence, celui dont vient la dialectique. Là, on est dans une figure inverse. Ce n'est plus l'autre pensée, c'est l'autre personne. Donc ce n'est plus un autre logique, c'est un autre existentiel. Donc le point de vue n'est plus logique, mais existentiel, et même bien loin de servir à l'articulation logique, il nous porte à la limite de la logique, nous frappe par son paradoxe. J'y reviens parce que c'est la question décisive. Comment avoir rapport à l'autre s'il est vraiment autre? Est-ce que le fait même du rapport n'éteint pas, ne réduit pas ou n'efface pas la possibilité de l'altérité? Est-ce que la relation, le fait même d'établir une relation, n'efface pas l'altérité? Ce n'est pas une question, disons, d'abstraite, c'est la question de toute rencontre. Dès lors que nous rencontrons quelqu'un, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de l'assimiler, c'est-à-dire de la réduire, cette personne, à le propre cadre de pensée, de conscience? Et est-ce que donc cet autre reste autre? Est-ce qu'il n'est pas assimilé au sens de rendu semblable à moi, et donc ayant perdu d'emblée son altérité? Donc c'est là qu'il y a toute la difficulté, qui n'est pas seulement la difficulté contre laquelle se cogne ou que tente de traverser le texte hébraïque, mais qui est la difficulté, je dirais, de nos vies. Qu'est-ce que rencontrer l'autre? Est-ce que la rencontre de l'autre n'est pas d'emblée, aussitôt, perte de l'autre? C'est-à-dire perte de son altérité, parce que réduction au même du moi-même. Soit je l'assimile à moi, et il n'est plus autre, ou s'il est vraiment autre, puis-je me rapporter à lui? Puis-je avoir une relation avec lui? Ce paradoxe est celui dont nos vies, banalement, sont faites. Dans nos, comme on dit, rapports avec les autres. L'expression rapport avec les autres, c'est pas plus banal que ça, mais vous voyez bien quelle difficulté s'y trouve comme ça contenue. Et cette difficulté est-elle, un tant soit peu, dépassable? Alors en tout cas, c'est dans cette difficulté que la pensée européenne n'a cessé de cheminer. D'abord parce que ce qui a déployé le destin de la pensée européenne, là je dis européenne, bien sûr il y a le passé grec, mais je pense à la pensée classique européenne, qui a cette invention première, ou disons cette nouveauté foncière, qui est que les Grecs pensaient à partir de quoi? Du monde, des dieux, des éléments, des étangs, comme on dit. Alors que ce qui va se promouvoir est la pensée européenne, d'abord chez Descartes, qui va faire la singularité de l'invention cartésienne, c'est de penser à partir de soi, du sujet, le fameux cogito. Ce fameux cogito, dont la formule se trouve quasiment chez Augustin, mais chez Augustin, c'est comme une épingle dans une botte de foin, n'est-ce pas? Mais Descartes tire cette formule, qui va être la formule de départ de sa philosophie, qui est « je doute de tout ». Tous les Français ont appris ça au lycée, mais on y revient toujours. Je doute de tout, de mes sens, de ce que je vois, de ce que j'ai un corps. Je doute de tout, c'est-à-dire radicalement de tout, quitte à hyperboliser ce tout. Mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute, et que doutant je pense, et que pensant je suis. Le cogito. Mais vous voyez que on insiste toujours sur cette radicalité de ce qui est le premier point de certitude, échappant au doute, donc d'indubitable, avec ses critères de clarté, de distinction. Bien, toute l'affaire cartésienne est lancée. Mais ce qui est évidemment problématique dans cette formulation,
c'est que tout part du moi-sujet, doutant de tout, mais ne pouvant pas douter qu'il doute, donc pensant et pensant, donc étant, ego sum, ego existo, il n'y a plus les autres. Il n'y a plus d'autres. Ça s'appelle le fameux solipsisme de Descartes, le solus, tout seul. Dès lors qu'on pense à partir du sujet, qui est la grande promotion cartésienne, comme dit Hegel. Alors Hegel a été c'est un grand lecteur du sophiste de Platon que je citais tout à l'heure, l'invention de la dialectique, et en même temps pour Descartes, avec Descartes, la terre de la vérité est en vue, parce qu'il y a l'émergence de la figure du sujet, du moi-sujet, du ego cogito, ego sum, ego cogito. Mais en même temps, vous voyez que ce qui d'emblée se trouve évacué, qui est l'autre. Alors, est-ce qu'on pourra récupérer l'autre une fois qu'on a pensé comme sujet premier, ego cogito, mon existence? Moi, chez Descartes, non. Non, tout au plus, je vois des chapeaux et des manteaux de ma fenêtre, je me dis, bon, c'est qu'il y a sans doute des hommes dessous. Finalement, c'est qu'à la fin, en retrouvant le monde, qu'on trouve les autres dans le monde. Mais disons, il n'y a pas de statut de l'autre en tant que tel. Et la philosophie classique européenne reste dans cette difficulté. Pensez aux monades de Leibniz. Monades, donc, c'est des entités solitaires, monos. Et il faut, l'action harmonique de Dieu pour relayer entre elles les monades. Donc il y a quelque chose qui est une difficulté dans laquelle la philosophie est comme ça, la philosophie classique européenne, embarquée, et qui a fait destin l'histoire de notre pensée, qui est donc cette évacuation radicale de l'autre, de la pensée philosophique, l'autre n'ayant donc de statut fort que dans la tradition hébraïque, comme l'autre étant Dieu. Là, il y a une difficulté qui a habité toute la pensée classique et qui a travaillé la philosophie moderne. Et la philosophie moderne, en tout cas au XXe siècle, a été un immense effort pour essayer de débloquer cette situation d'où l'autre se trouvait d'emblée évacué au profit d'une philosophie de l'ego cogito, c'est-à-dire du sujet, de la conscience. Comment donc pouvoir faire réintroduire l'autre dans cet horizon qui est commandé par la figure du sujet, de la conscience solipsiste. Et c'est vrai que c'est étonnant à considérer a posteriori, mais on se rend compte que la philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre. N'a pas pensé à la rencontre, et parce que la rencontre oblige à sortir, à déborder, justement, de cet ego cogito, de cette capacité de la conscience à se posséder elle-même, à être chez soi. La rencontre déborde cela. Et comme la capacité première qu'a pensé la philosophie classique, à partir de l'ego cogito, c'est ma liberté en tant que maîtrise de moi-même, qualité aussi de la sagesse, et donc capacité d'autonomie, de me donner à moi-même ma loi, etc. Eh bien, justement, la rencontre est impensable dans cet horizon. Parce que la rencontre, c'est ce qui dépossède moi-même de la maîtrise de moi-même. C'est ce qui fait déborder le moi. C'est ce qui fait fraction en lui. C'est ce qui, disons, vient mettre en question ma liberté. Bon, aussi bien de la rencontre amoureuse. Alors, voyez, à la fois, la philosophie classique, la philosophie européenne, n'a pas pensé à la rencontre. Et qu'est-ce qui a pris en charge le thème de la rencontre dans la tradition européenne? C'est le roman. Parce que nos vies sont faites de rencontres, néanmoins. N'importe quel roman commence par quoi? Par de la rencontre. Sinon, il ne se passe rien. Il faut bien que quelqu'un commence à rencontrer quelqu'un.
Sinon, ce n'est pas d'histoire. Donc il y a, vous voyez, cette scission, ou pire que scission, une fracture entre, disons, la pensée philosophique qui s'est fixée sur un sujet, se poser dans lui-même, maître de soi, dont la qualité première est la liberté, et puis donc, son capacité à penser ce qui néanmoins est dans l'existence, justement l'existence, la rencontre comme phénomène existentiel, l'autre comme figure d'existence qui est la rencontre que les romans, eux, ont pensée. La question, c'est... oui, il y a une sorte de clivage. Est-ce qu'il y a une complémentarité des deux? En tout cas, il y a une sorte de façon dont le roman, dans sa vocation forte, a récupéré ce que la philosophie a laissé tomber, n'a pas pensé, bref, est venu à compenser, en tout cas, prendre en charge ce que la philosophie n'a pas pensé. La philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre, et c'est dans le roman, quand nous lisons nos grands romans, notamment dans la tradition française au XIXe siècle, on voit bien que chez Balzac, chez Stendhal, tout se noue autour de rencontres. Et les vies des personnages sont déployées à partir de ces épisodes de rencontres. Et du trouble, justement, de la capacité de maîtrise qu'on a quand Julien Sorel va frapper à la porte de la maison de Madame de Rênal. Il y a l'émoi, il y a justement ce phénomène d'effraction, le sujet qui ne se maîtrise plus lui-même, qui se sent, disons, démuni dans sa liberté. Donc ce phénomène d'effraction que constitue effectivement la rencontre, mais que la philosophie classique n'a pas pensé, encore une fois, au nom de l'ego et cogito, de cette maîtrise du sujet par lui-même. C'est donc la philosophie du XXe siècle qui a fait rentrer la question de l'autre d'une façon qui successive et qui va être un grand chantier pour la pensée européenne. D'ailleurs, sans décoller ou en revenant à la tradition hébraïque. Donc c'est bien la figure de l'autre, non plus outil logique d'articulation du discours, de la dialectique, l'opposé du même, tel que dans la tradition grecque, mais par, je ne sais pas si c'est retour, en tout cas par déploiement de cet autre versant de la pensée européenne, de la pensée hébraïque, l'autre n'étant plus l'opposé du même, mais l'extérieur à soi, avec la figure de Dieu comme étant la figure archétypique de la possibilité-impossibilité de la rencontre. Notamment au début du XXe siècle, chez Buber, Je et tu, qui est un livre qui va faire rupture dans la philosophie européenne et qui sera un des premiers textes à commencer à penser la rencontre et aussi, disons, une sorte de texte initiateur par rapport à la pensée qui va déployer la difficulté et, disons, en justement opérant l'effraction nécessaire au sein de la philosophie européenne et donc en déboîtant la philosophie classique de l'Europe, qui sera la pensée de Lévinas. Je vais y revenir, mais je veux d'abord évoquer ce qui est donc cette difficulté qui est de penser la possibilité de l'autre comme étant l'autre personne, non pas l'autre logique, l'autre personne, l'autre donc existentiel, l'autre de la rencontre, dans la philosophie classique. Vous en trouvez une... Alors je vais aller très vite parce que le sujet est immense, mais une première allusion, si je puis dire, chez un passage de Freud dans son grand texte sur l'inconscient, en 1915, où il dit comme ça, quasiment au détour d'une phrase, que je n'ai conscience que l'autre a une conscience que par
analogie que par inférence. Donc c'est totalement média. Il y a quelque chose qui donc nous montre bien comment, y compris dans la pensée de Freud, il y a la psyché, la psychique, il y a le conscient, l'inconscient, tout ça, oui. Mais la pensée de la rencontre n'est pas pensée, n'est pas abordée, n'est même pas peut-être aperçue dans sa difficulté. Freud nous dit, je sais parce que c'est une remarque, mais une remarque qui en même temps est le symptôme d'une incapacité à penser l'autre comme autre de la rencontre, l'autre comme hôte, l'étranger qu'on peut accueillir. Je vous cite le passage dans Remarque quand il dit, vous voyez, on est encore dans le solipsisme. La conscience ne fournit à chacun de nous en particulier que la connaissance d'états animiques psychiques propres à soi. Je suis dans ma bulle. Qu'un autre homme ait lui aussi une conscience, c'est là une inférence tirée par analogiam. Une inférence, donc une déduction tirée par analogie. On va dire, bon, il est comme moi. Il est comme moi, donc il doit avoir une conscience. C'est là une inférence tirée par analogie sur la base des manifestations et actions perceptibles de cet autre. Donc de ce que je vois de lui, je me dis, oui, il est comme moi. Donc c'est déduit, c'est per analogiam. Vous voyez qu'il n'y a pas de relation foncière et qui puisse ébranler le sujet, puisque ce n'est que par un raisonnement, par analogie, que je confère à l'autre une conscience comme moi. Donc le solipsisme cartésien n'est pas ébranlé chez Freud, même si toutes nos complications psychiques viennent bien du rapport à l'autre, les névroses et tout le reste. Mais le vis-à-vis, ce que Lévinas appellera le face-à-face, n'est pas pensé, n'est pas abordé, n'est pas envisagé. Alors, il y a une tentative, je dirais, magnifique, difficile à suivre en tout cas. Mais je vais aller vite parce que l'affaire, vous l'imaginez, est infinie, tellement elle a travaillé à la philosophie, notamment au XXe siècle, qui est celle de Husserl, qui part du départ cartésien, le ego cogito, la conscience vis-à-vis d'elle-même, mais va essayer d'introduire l'autre dans ce champ de la conscience pour penser le statut de l'alter ego, justement. Vous le trouvez, ce développement essentiel, difficile à suivre de près dans la 5e méditation cartésienne de Husserl. Le point de départ est cartésien. C'est l'ego en tant qu'il s'appartient en propre, donc excluant l'autre. Das mir eigene. Et donc réduit, terme de Husserl, à son appartenance. Et l'expérience de l'autre ne peut se trouver que noyée dans l'expérience du monde objectif. Et néanmoins, Husserl ne veut pas s'arrêter là. Donc il va essayer de penser la communauté qui est engagée par la figure de l'autre. Mais il reste bien au terme de monade, le terme de Leibniz, et d'une harmonie des monades. Alors non pas au sens de Leibniz, avec Dieu par derrière, mais néanmoins dans cette idée qu'il y a, dans la constitution du mode objectif, ce rapport de communauté des monades entre elles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, et là on retrouve ce qu'a dit Freud, c'est que l'être d'autrui ne m'est accessible que ne m'est pas accessible d'une manière directe, ne m'est pas accessible d'une manière directe. Husserl nous dit, si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'était accessible d'une manière directe, ce serait qu'un moment de moi-même. Je ne pourrais plus le distinguer de moi.
Donc je n'ai d'expérience directe que de moi. Et donc c'est là que Husserl introduit cette notion d'intentionnalité médiate, d'apperception par analogie, ce qu'il appellera apprésentation. Donc on est encore dans le registre du média, de l'analogie, bref, de ce qui va le conduire à penser l'alter ego, l'autre moi. Mais dit-il, si je vois un autre appareil devant moi, qu'est-ce qui fait que je vais le créditer d'un organisme comme moi? Alors je n'ai pas d'expérience. Je n'avais pas l'expérience. Eh bien, c'est donc que je vais opérer une transposition. Übertragung. Une transposition, bon là on est dans un vocabulaire technique que je n'ai pas le temps de suivre de près, mais qui est une transposition à partir de mon propre corps. Je vais donc créditer, si j'ose dire, par ressemblance, l'autre d'un organisme tel que le mien. Donc il y a médiation, il y a analogie, il y a transposition. Bref, c'est bien à partir du moi que la ressemblance, similitude de l'autre va être constituée. Alors, constituée, parce qu'on est dans la perspective d'intentionnalité de Husserl, et donc il ne s'agit pas de raccrocher, disons, après coup, la figure de l'autre au navire du même, au navire du moi. Mais il s'agit néanmoins de quelque chose qui s'opérera par une, je cite, « Dès lors, il est clair que seule une ressemblance reliant dans la sphère primordiale cet autre corps que le mien peut fournir le fondement et le motif de concevoir par analogie ce corps, le corps de l'autre, comme un autre organisme. » Ce qu'il appelle une certaine apperception assimilante. Alors, il dit bien, ça c'est l'écart avec Freud, ce n'est pas du tout une déduction par analogie. Néanmoins, il y a bien dans ce qu'il appelle l'accouplement de l'autre et de moi, quand on entre en présence, il y a un accouplement, Paarung, un accouplement qui manifeste une unité de ressemblance. Je cite, « Si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct un corps qui ressemble au mien en tant qu'objet. » C'est là la grande rupture que va introduire Lévinas, c'est de penser que l'autre n'appartient pas au monde objectif. C'est là la grande, disons, scission, et ce qui va faire la profondeur de la pensée de Lévinas, c'est cela, c'est qu'au fond, l'autre n'appartient pas à ce monde objectif. Ce n'est pas le rapport sujet-objet qui est impliqué dans la rencontre de l'autre. Donc si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct un corps qui ressemble au mien, c'est-à-dire s'il a une structure grâce à laquelle il doit subir avec le mien le phénomène d'accouplement, Paarung, il semble immédiatement clair qu'il doit aussitôt acquérir la signification d'organisme qui lui est transféré par le mien. Bon, vous voyez cette élaboration qui est remarquable dans son cheminement, mais qui tend à impliquer l'autre dans le champ d'intentionnalité du sujet, mais en restant à l'idée que il appartient au mode objectif et que c'est l'élément de ressemblance qui, disons, permet la relation. Alors, plus brièvement encore, c'est évidemment ce que, je dis évidemment parce que les thèmes sont très connus et je ne vais pas insister, ce qu'a fait éclater la pensée de Lévinas, qui a pensé dans ces termes entre le même et l'autre et l'extériorité absolue de l'autre par rapport au moi qui est le même. Donc d'abord, ce premier point essentiel, c'est que le moi, c'est le même, ce qui signifie que Lévinas ne prend pas au sérieux les expressions du genre « vous vous souvenez Rimbaud, je est un autre ». Non, il dit ça c'est une formule de poète, mais je est dans le même. Je ne cesse d'identifier. Je peux passer dans de l'autre autant qu'on veut, comme chez Hegel, comme dans la phénoménologie de l'esprit. Néanmoins, c'est toujours en vue d'une identification, c'est toujours en vue d'un retour au même. Donc, ce n'est pas vraiment de l'autre. C'est que le même se déploie en tant que même à travers de l'autre, en s'altérant, se modifiant, se transformant. Mais ça ne fait pas émerger une figure de l'autre en tant qu'autre, dans son absoluité. Donc, le moi, c'est le même, et l'autre est extérieur,
radicalement extérieur ou absolument extérieur, dans une distance infinie avec moi. Et pour cela, il faut donc que Lévinas, et c'est sa grande effraction dans la philosophie, pense en brisant les catégories de l'être, de la totalité, et d'abord de la représentation. Penser, le pensée cartésien, se fait dans le même, se fait en assimilant l'autre d'emblée dans du même. Donc, la représentation ne laisse pas place à l'autre en tant qu'autre. Phrase forte, Lévinas, je prends tout dans Totalité infinie, son premier grand texte, qui ne cesse de travailler cette question de l'absolue extériorité de l'autre, et donc de la possibilité de sa rencontre. Quand il dit l'objet de la conscience distinct de la conscience, est quasiment un produit de la conscience comme sens prêté par elle. C'est-à-dire que l'objet de la conscience est toujours dans la dépendance de la conscience. Donc, il ne peut pas rendre compte de l'autre dans son extériorité absolue. Il est d'emblée déjà ramené sous la figure du même. Et donc, c'est ce qui fait que l'autre ne peut pas émerger au sein du monde objectif, qu'il brise cette objectivité du monde objectif, il y fait effraction par son absolue extériorité ou étrangeté. Et donc, Lévinas nous met en garde contre cette façon dont notre pensée, d'emblée réduit l'autre, d'emblée travaille dans le même, d'emblée assimile, d'emblée méconnaît l'autre dans son extériorité radicale. Donc sortir de la représentation, sortir de la pensée de l'être, sortir de la pensée du tout. Oui, je et tu ne font pas nombre, dit-il. Le même et l'autre ne forment pas un tout, ne se laissent pas embrasser ou comprendre dans une totalité. Il faut donc briser la totalité pour commencer à pouvoir laisser émerger l'autre dans son altérité. Et c'est ce qui conduit donc à cette nécessaire effraction dans la pensée, dans l'ontologie, dans le concept, pour briser cette sorte de totalisation qui, d'emblée, aliène l'autre, c'est-à-dire le prive de son altérité, le fait rentrer sous le joug du même. Chaque fois méconnaît ce qu'est la distance absolue entre le même et l'autre. Donc, faire éclater la totalité pour l'ouvrir à l'infini de l'autre. L'autre est hors compréhension au sens que je mettrais ensemble, puisque l'autre, justement, dans son altérité, brise cette totalisation dans laquelle on pourrait l'enfermer. En même temps, bien que cette pensée... Alors, Lévinas prend toutes les précautions nécessaires pour distinguer ce qui est son travail sur la tradition hébraïque, ses lectures talmudiques, et puis son travail de philosophe. Néanmoins, il est clair que cet autre, tel que Lévinas le comprend, dans son extériorité absolue, dans cette relation non réciproque, dans cette effraction de tout ce qui est le socle ontologique, et donc la forme du concept, Lévinas est dans cette tradition hébraïque que j'évoquais en commençant, quand il dit notamment, puisque toute cette pensée de l'autre converge sur celle du visage, le visage ressemble à Dieu. Ou dans cette définition de la religion, quand il dit « Proposons d'appeler religion le lien qui s'établit entre le même et l'autre, sans constituer une totalité », le fait que, la question est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas, alors je vais très vite dans cette, c'est pas une critique de Lévinas, c'est dans cette façon dont je m'écarte de lui,
qui est, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est quasiment dans cette absolutisation de l'autre dans son extériorité, dans l'impossibilité d'une relation réciproque, dans cette priorité, primauté de l'autre, et dans cette pensée de la distance infinie. Quelque chose qui, étant légitimement de l'ordre du religieux, peut-être être repensé dans une perspective qui serait strictement philosophique. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire hâtivement en proposant successivement 3 concepts qui, pour essayer de penser cette extériorité de l'autre dans la relation, donc fécondant la rencontre, 3 concepts qui seraient l'opératoire de cette difficulté essentielle d'une rencontre dont, je répète, la contradiction première, c'est que si j'entre en relation avec l'autre, l'autre perd sa qualité d'autre par la relation que j'instaure. Et si l'autre devait garder sa qualité d'autre, absolue, d'extériorité, alors quelle relation puis-je établir avec lui? Alors, je proposerai rapidement trois concepts comme outil sur ce chemin. D'abord, celui d'écart. D'écart pour penser la relation de l'autre et du moi, qui ne serait pas donc la distance absolue ou la distance infinie, comme Lévinas l'a dit, donc la dissymétrie fondamentale entre l'autre et moi, mais qui serait l'écart comme étant une distance, mais qui maintient en regard. Ça qui, pour moi, fait la fécondité de l'écart, c'est que c'est une distance qui s'ouvre, mais qui maintient en regard l'autre. Non pas la distance infinie, mais l'écart, les distances du vis-à-vis, puisque l'écart maintient l'autre, je dirais, en regard. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est à penser pour figurer la possibilité du rapport à l'autre, qui ne soit pas l'aliénation de l'autre, ou disons la fusion du moi dans l'autre. L'écart, ni fusion, confusion, ou alors extase, ni assimilation. Non, l'écart. L'écart avec l'écart, donc, qui maintient regard dans le vis-à-vis, comme dirait Lévinas, face à face, n'est-ce pas, qui maintient en regard. Et alors, il faut comprendre en français, égard, regard. C'est parce que l'écart maintient regard, je dirais, c'est pas un jeu de mots, je vais là parler la langue, qui permet l'égard, égard, regard, égard, esgarder dans l'ancien français. Bon, on le sait bien, sans sombrer dans la banalité, mais quand une relation devient familière, elle est assimilante. L'autre perd sa qualité d'autre. Destin du couple, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'autre, justement, il n'y a plus de distance avec l'autre. Plutôt, l'écart s'est perdu. Et c'est donc dans la vie, si je dis banalement comme ça, la vie du couple, restaurer de l'écart, non pas chacun fasse ce qu'il veut, ou que chacun ait son quant à soi, mais qu'il y ait de nouveaux écarts qui permettent de mettre en regard l'autre. Qu'on puisse à nouveau regarder l'autre. Et regard, égard, qu'on puisse en même temps avoir l'égard pour l'autre. Bref, il y a quelque chose qui me paraît important pour comprendre ce que l'écart fait apparaître dans une distance qui, justement, maintenant en regard, eh bien, ouvre ce que j'appellerais de l'antre. Entre avec un E, évidemment, pas un A, de l'antre. Il y a de l'antre entre nous. Comme on dit entretien, comme on dit l'intersubjectivité de l'antre. L'écart ouvre, l'écart en s'ouvrant, fait apparaître une distance mais où l'autre se maintient en regard, donc une distance qui fait apparaître de l'antre entre nous. C'est cet antre qui me paraît, disons, pouvoir être le lieu de la rencontre de l'autre. Qui est de l'antre? Donc, l'écart ouvre une distance, qui n'est pas une distance infinie, qui est une distance où l'autre se maintient en regard, et l'autre se maintient en regard, il y a de l'antre qui apparaît. Et dans cet antre,
cet entre est l'entre qui est le lieu de la relation. Entre, comme on dit, relationnel. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. Nous ne savons pas penser l'antre. L'antre, encore une fois, avec un E. Parce que l'antre, ce n'est pas de l'être. Donc, c'est un lieu qui n'est pas un lieu. L'antre, c'est ce qui est ni l'un ni l'autre, ce qui n'a pas d'en soi, ce qui n'a pas d'essence. Pour le dire, formule que je commode en anglais, between is not being. L'antre n'est pas de l'être. Et parce qu'il n'est pas de l'être, c'est justement là où ça se passe. Parce que l'antre n'a pas de définition, de détermination. Il n'est pas clos. Il est cet antre où, justement, dans l'antre ouvert par écart, eh bien, s'opère la rencontre. Et cet antre ouvert par écart, où se produit la rencontre, c'est là que s'ouvre la possibilité du partage ou du dialogue, comme on dit entretien, comme on dit intersubjectif. Dans cet entre-là, c'est là où se produit du commun. Le commun ne se crée pas par assimilation de l'autre à soi. Le commun signifie quoi? Le partage. Eh bien, c'est dans cet entre ouvert par écart que peut se promouvoir du commun du partage. Non pas donc un commun par assimilation, réduction de l'autre à soi, donc aliénation de l'autre, littéralement. L'autre n'est plus autre. Il est rabattu dans le même, dans le moi. Mais comme étant cette possibilité de, justement, d'être un commun non pas rabattu par ressemblance, assimilation, mais un commun promu justement dans la tension de cet entre. Parce que si l'écart ouvre de l'antre, en maintenant en regard, cet entre, il est tendu, en tension, tensionnel. Et c'est cette tension de l'antre entre nous, plus elle devient intense, plus elle devient, tendue, qui fait, disons, la passion de la rencontre, qui fait sa capacité de déploiement, la force vive de la rencontre. Bon, je voudrais... traverser la question de l'autre, c'est infini. Et rajouter une troisième catégorie à ces deux catégories proposées pour penser la rencontre, pour penser la relation à l'autre, mais d'un autre qui ne soit pas aliéné, perdu comme autre. Concept d'écart, l'écart qui s'ouvre en maintenant en regard, donc ouvrant un entre qui est en tension, cet entre comme étant justement l'entre où peut se promouvoir le partage de la rencontre. Troisième terme, troisième concept, ça serait l'inouï. L'inouï de l'autre. L'autre est inouï. Non pas inconnu, mais inouï. Cette distinction que je voudrais aborder rapidement. Qu'est-ce que l'inouï? L'inouï, ce n'est pas l'extraordinaire, l'exceptionnel. L'inouï, c'est ce que je n'entends pas, que je ne peux pas ouïr. Et pourquoi je ne peux pas entendre? Pourquoi je ne peux pas ouïr? C'est parce que pour entendre ou pour ouïr, il faut déborder les cadres constitué de mon expérience. Il faut déborder. Et c'est ce débordement qui est effectivement à l'œuvre dans la rencontre de l'autre. Il faut déborder les cadres déjà constitués de mon expérience. Or, l'expérience, dès lors qu'elle se constitue en expérience, nécessairement constitue des cadres de l'expérience. L'expérience n'advient en expérience que si elle se constitue comme expérience, donc dans des cadres d'expérience qui, forcément, la bornent. Et donc, il faut déborder les cadres constitués de mon expérience pour pouvoir ouïr, n'est-ce pas, ce que ces cadres laissent en dehors ou à l'extrême ou à titre d'extraordinaire de mon expérience. Alors, je pense que l'autre est inouï, en ce sens-là précisément. C'est-à-dire, l'autre, je ne peux l'entendre que si je déborde les cadres constitués de mon expérience. Il faut que je déborde, il faut que je fasse effraction dans ces cadres constitués, ces cadres constitués constituant l'expérience, pour pouvoir avoir accès à l'autre, ou que l'autre puisse émerger dans mon champ d'expérience. L'inouï, non pas l'inconnu. C'est une banalité que de penser l'autre soit figure soit de l'inconnu, soit du bien connu. Si l'autre devient bien connu, c'est lassant, c'est désespérant. Et si c'est inconnu, elle m'échappe. Ça, c'est la grande dramatique, disons, romanesque, que vous avez notamment chez Proust, n'est-ce pas, Un amour de Swann. Soit Odette m'est trop connue, familière,
je l'ai assimilée, ou Albertine, elle ne m'intéresse plus, je m'ennuie avec elle. Trop connu, bien connu, familier, totalement assimilé. Soit alors, elle bascule dans l'autre, de l'inconnu, elle m'échappe, toute la passion de Swann pour savoir ce que fait Odette, savoir ce que fait Albertine, n'est-ce pas, qui reste inconnue, malgré la relation que j'ai avec elle, eh bien, qui m'échappe et qui donc me met dans cette dépossession de moi, cette inquiétude de l'autre, mais qui n'est pas du tout féconde, qui est mortelle, parce que l'autre ne doit se ranger ni sous la figure du connu, bien connu, lassant, je m'ennuie, ni la figure inverse de l'inconnu qui m'échappe. L'inouï nous sort de cette, disons, contradiction du connu ou de l'inconnu, de l'autre trop connu et lassant, ou de l'autre inconnu qui m'échappe, parce que l'inouï nous dit que l'autre est inouï au sens où, pour n'avoir accès à lui, je ne peux avoir accès à lui qu'en débordant les cadres déjà constitués de mon expérience, qui fait une expérience effectivement neuve, ou plutôt qui me déborde pour pouvoir avoir accès à l'autre. J'ai parlé jusqu'ici de l'autre donc comme catégorie logique, l'opposé du même, l'outil donc de la dialectique, articulant le logos, la possibilité du discours ou la possibilité de l'histoire, de Platon et Hegel. J'ai évoqué en vis-à-vis l'autre dans un autre sens, non pas l'opposé du même, mais l'extérieur à soi, l'autre, l'étranger, dans son absolue extériorité, figure de Dieu pour la Bible, et la difficulté de la pensée européenne à faire entrer cet autre, non plus la logique, mais existentielle, de la rencontre, dans le champ de sa pensée, qui implique donc de l'effraction dans la pensée du même. Mais il y a une autre figure de l'autre, qui n'est pas l'autre personnel, qui est l'autre culturel. Alors, l'autre personnel a été, l'autre du tu, a été, je dirais, un point fort en travail de la philosophie du XXe siècle. L'autre culturel est la figure nouvelle de l'autre, pour nous, en tout cas pour la philosophie, puisque le monde est devenu monde. Donc le fait qu'avant les cultures vivaient en elles-mêmes, l'autre culturel maintenant est la nouvelle dimension du monde. Parce qu'on voyage, parce qu'il y a mondialisation, et puis parce que l'autre culturel est aussi en nous, chez nous. Donc il y a là une figure nouvelle de l'autre, nouvelle, elle a toujours existé, mais nouvelle dans notre conscience de l'autre. Et je dirais que là, la philosophie est au tout début. Autant la pensée de l'autre logique, les Grecs ont fait le travail, autant la pensée de l'autre personnel, de la rencontre existentielle, le XXe siècle a fait le travail. Mais l'autre culturel, eh bien, c'est à faire. Et il me semble que les concepts que j'ai avancés précédemment, pour la rencontre de l'autre personnel, d'écart, d'entre et d'inouï, peuvent servir à nouveau. Au fond, ce sont les mêmes concepts qu'on peut transposer de la figure de l'autre personnel à la figure de l'autre culturel. Penser le divers des cultures à partir de l'écart, non pas à partir de la différence ou de l'identité, ce vieux couple qui n'a cessé de vanter la philosophie, soit on croit à l'identité culturelle, ce qui évidemment est une absurdité puisqu'il n'y a pas d'identité culturelle possible, puisque la culture ne cesse de se transformer, et que s'il y a une identité possible du sujet, il n'y a pas d'identité collective, à moins de verser dans l'identification, et ce qui est le pire dans les cultures, l'identification à un chef, à un leader, à un Führer, bref. Donc, et aussi, s'il n'y a pas d'identité culturelle, il n'y a pas non plus, on ne peut pas rendre compte du divers culturel par la différence. Parce que la différence isole, la différence, elle range. Et donc, elle empêche de penser un rapport des cultures. Si je privilégie le concept d'écart pour penser le divers des cultures, c'est que l'écart, j'ai dit pour l'autre personnel, l'écart peut apparaître une distance. Il faut explorer jusqu'où vont les écarts entre les cultures, mais le vis-à-vis maintient un regard.
Donc les cultures, il faut explorer jusqu'où vont les écarts entre cultures. Et ces écarts, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent non pas de comparer en termes de ressemblance et différence, mais que les cultures se réfléchissent l'une dans l'autre, chacune pouvant sonder dans l'autre son impensé. Bref, ça introduit une réflexivité entre les cultures, entre les langues d'abord, et les cultures. Ressources de l'écart, ressources de l'antre, justement. Les écarts ouverts entre cultures font apparaître de l'antre en tension, de l'antre par où, justement, se produit du commun. Un commun qui est un commun de partage, non pas d'assimilation, où l'autre est rabattu, mais un commun qui est un commun fécond de partage, un commun qui est promu, non pas rabattu, mais promu, qui est le commun du fameux dialogue des cultures. Il faut entendre dialogue dans ce dia. Ce que dit dia en grec, l'écart. Et les Grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écart en jeu. L'écart et le cheminement. Vous savez, dans dialectique, l'écart et le cheminement. Un dialogue ne se fait pas tout de suite. Non, il faut du cheminement. Il faut prendre son temps. Il faut que les positions en vis-à-vis se débordent l'une l'autre et donc puissent cheminer progressivement en ouvrant un antre du partage. Antre du partage. Et concept d'inouï. D'inouï puisque, au fond, il en va de même pour les cultures que pour les personnes. C'est ni la figure du connu, ni celle de l'inconnu qui peuvent en rendre compte. On croit bien connaître les autres cultures. Jamais. Ou alors on les renvoie dans l'inconnu. Husserl a une formule très juste, très forte à cet égard. Il dit, l'inconnu a en fait, quand on projette l'inconnu a la structure du connu. Ce n'est pas vraiment un inconnu, c'est une extrapolation de notre connu que nous déclarons inconnu. Mais il y a l'inouï de l'autre culturel. Moi-même, depuis que je travaille sur une culture extérieure comme la chinoise, la langue, la pensée chinoise, je suis sensible à quel point il s'agit bien d'inouï, de non-entendu, c'est-à-dire de la nécessité pour quelqu'un qui pense en termes européens, dans la langue européenne, de déborder cette langue et les cadres de cette pensée pour commencer à ouïr, à entendre une autre langue et une autre pensée. C'est certainement l'épreuve la plus vive qui est celle de la traduction. La traduction, c'est justement être dans cet antre. Traduction, dans cet antre, entre deux langues, entre deux pensées, dans cet antre qui implique justement d'ouvrir, de faire effraction dans la langue d'arrivée, dans ma langue et dans ma pensée, pour y laisser entendre l'inouï de l'autre langue et de l'autre pensée. Un bon traducteur, c'est quelqu'un qui, au lieu de rabattre comme ça, d'assimiler d'emblée ce qu'on lit, ce qu'on entend de l'autre langue et de l'autre pensée, dans sa langue et sa pensée, justement travaille sur la brèche, travaille dans cette difficulté où il s'agit de déborder la langue et de l'un et de l'autre pour essayer de faire que s'ouvre un antre où puisse, disons, se promouvoir un commun de l'intelligible. C'est l'autre sens dans le dialogue, le dia de l'écart et du cheminement, et puis le logos de l'intelligible, qui est, disons, de ne pas renvoyer cette question de l'autre dans le mystique ou dans l'irrationnel ou dans des figures, disons. Non, de penser ce qui est cette exigence de déborder les cadres du même pour ouvrir la possibilité de l'émergence de l'autre en tant qu'autre et non pas d'emblée rabattu sous les catégories du même. Donc écart, entre, inouï peuvent passer légitimement, je crois, de la figure de l'autre personnelle à la figure de l'autre culturelle. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à penser parce que nous sommes dans cette difficulté aujourd'hui de penser l'autre culturel et il y a vraiment le risque de se tromper de concept, notamment si l'on en reste à ces concepts qui sont les concepts faciles, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans la langue, parce qu'ils ne sont pas réfléchis, parce qu'on les a, comme on dit, sur le bout de la langue, et donc de penser que des deux côtés, culturel ou personnel, l'un se corroborant dans l'autre. C'est l'idée d'une
identité de l'autre qui serait ancrée dans l'être, qui fait perdre l'inouï de l'autre. Il faut sortir donc de cette pensée de l'identité fondée dans l'être. Vous entendez identité, être le même, idem ens. Donc faire effraction dans cette pensée d'identité pour l'ouvrir à la possibilité d'émerger, de laisser émerger l'autre. Cette pensée d'identité, soit elle asservit l'autre en l'assimilant, ou bien elle le rend inaccessible. En revanche, l'écart maintenant en regard, donc en tension, ouvre un espace infini, un entre à la rencontre, que ce soit entre les cultures ou entre les sujets. À partir de quoi seulement pourra se promouvoir un commun partagé. Donc ne pas se tromper de concept, parce qu'il s'y joue quelque chose d'essentiel aujourd'hui, dans notre monde, où cette pensée devant passer de l'autre personnel à l'autre culturel, eh bien, est notre chantier. Merci de votre attention. Pour ceux qui ont eu la patience de maintenir cette présence-absence, qui est, disons, la condition aujourd'hui de la parole philosophique, qui a perdu un peu le festif de la rencontre. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.